Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition spéciale consacrée à cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. On est complet ce soir pour les combinaisons des quarts de finale de ce championnat d'Afrique des Nations après la 3e et dernière journée dans le groupe D. Les résultats de ce jour, victoire, pas de victoire dans les doubles confrontations, plutôt match nul dans ces deux matchs qui sont disputés ce soir. Le premier du côté du Stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, la Tanzanie, qui a été accroché, ou alors la Guinée qui a été accrochée plutôt par la Tanzanie, 2 buts partout, accroché parce que c'est la Tanzanie quand même qui était donnée favorite de cette confrontation, et Alimbe, la Namibie, qui était jusque-là dernière, a quand même réussi à arracher un point face à la Zambie, 0 but partout dans ce match. Résultat des courses. Au classement, la Guinée termine en tête avec un meilleur goal average, 5 points, suivi de la Zambie, même nombre de points. La Tanzanie est 3e avec 4 points. Malheureusement, la Namibie repart avec la Tanzanie avec un seul point au classement de ce groupe D. Et rapidement, moi, j'étais un coup d'œil sur ce que nous propose les quarts de finale qui concernent ces équipes qui sont qualifiées ce soir. Le Maroc, depuis hier, attend son adversaire. C'est connu ce soir. Le Maroc affrontera la Zambie et la Guinée jouera le Rwanda. Mesdames et messieurs, le décor est planté. Place à nos experts à présent qui sont en plateau avec nous depuis le début de cette aventure. Hermine Maï, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sylvie Sipolite et bonsoir aux compagnons. Vous allez bien? Très bien. Vous étiez au stade avant d'arriver ici en plateau? Bon, peut-être pas ce soir. Ça s'est bien passé là-bas. De la dame aux deux messieurs qui sont là avec nous tous les soirs. Charles, bonsoir, ça va ce soir? Bonsoir Sylvestre. Ça va pour le foot, mais ça ne va pas pour le pays. Mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu un de leurs à Tchang. Comme disait Femanu Dibango, la joie et la tristesse marchent toujours ensemble. C'est dommage. Et Clément Charles a imposé ce climat, on va dire, dommage. La question, elle était indicative, elle était bien orientée. Les Camerounais ne vont pas bien ce soir. Après le sang qui a coulé sur la route, encore sur la falaise de Tchang. Nous n'allons pas bien ce soir. On dirait que les Camerounais sont en dehors de nous. Nous n'allons pas bien ce soir. Et l'événement est triste. Le bilan est suffisamment lourd. Et 53 morts officiellement. L'accident survenu sur l'axe Melong-Tchang est vraiment à la limite une catastrophe. Et nous devons tous porter le deuil. Parce qu'il y a des familles directes qui sont concernées et des familles indirectes. Et comme nous sommes des Camerounais, nous sommes concernés. Si nous n'étions pas Camerounais, nous sommes des hommes. Et vraiment, nous sommes concernés. Mourir dans l'atrocité, mourir de cette manière-là, véritablement, c'est pas souhaitable. Donc vraiment, nous devons tous porter le deuil. Et vraiment, pour cette raison, je nous souhaite à nous tous les sincères condoléances. Personnellement, nous avons perdu un camarade à l'université, des bons moments passés là-bas. Aujourd'hui, il passe de vie à trépas. C'est des moments difficiles, mais bon, que le Créateur nous donne la force de pouvoir continuer à vivre, que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour que ce genre de situation triste n'arrive plus au Cameroun. On va revenir sur ce qui nous concerne ce soir. Hermine Maï, dans le groupe D, la messe est dite. C'est la Tanzanie et la Guinée, c'est la Zambie et la Guinée qui se qualifient pour les quarts de finale. Oui, je crois que comme on l'attendait. Et hier on était unanime ici qu'il aurait fallu justement un faux pas côté guinéen, justement parce qu'il y a une finale qui se jouait entre la Zambie et la Guinée, justement. Il aurait fallu un faux pas côté guinéen, justement, pour pouvoir permettre à cette équipe guinéenne de ne pas passer au second tour. Mais bien heureusement pour ces différentes équipes, c'est passé comme on s'attendait un peu, mais certainement pas avec le spectacle que l'on aurait souhaité, parce qu'il faut le dire, pour une première, c'est la première fois que justement dans ce groupe, on enregistrera deux matchs nuls comme ça, concédés par ces deux équipes favorites, auquel on attendait véritablement un beau spectacle pour se dire que voilà, il fallait d'une certaine manière essayer d'éviter certains adversaires du groupe C et notamment le Maroc, qu'il fallait à tout prix et à tous les prix éviter. Quand on a vu justement la manière avec laquelle cette équipe a terminé cette phase du groupe, mais bien malheureusement ou alors heureusement pour les uns et les autres, je crois que Charles tient son pari parce que de manière unanime, aujourd'hui on s'est rendu compte que la Namibie
a véritablement joué les troubles faits, parce que s'il fallait le dire, malgré la rotation qui a été celle de cette équipe zambienne, on n'aurait pas pensé justement à ce niveau que la Namibie aurait tenu tête à cette belle équipe zambienne, mais malheureusement je crois que c'est ce score de parité de 0-0 qui a sanctionné cette rencontre entre la Namibie et la Zambie, et malheureusement pour le public et les grands sportifs camerounais qui n'ont pas d'une certaine manière été justement aujourd'hui dotés de, on va le dire comme ça, tous les différents éléments, et notamment les buts que nous ont habitués ces équipes, c'est-à-dire la Guinée et même la Zambie dans ce groupe D. Donc on va le dire, les deux meilleures équipes sont passées, mais c'est avec beaucoup de tristesse, disons-le d'une certaine manière comme ça, et de regret que l'on n'a pas pu assister à un véritable spectacle ce soir. Et Clément, dans ce groupe D, ce sont les meilleurs qui ont démontré qu'elles étaient au-dessus des deux autres depuis le début de cette compétition. Dans ce groupe D qui passe en quart de finale, on va dire que la norme est respectée. Oui, le statu quo est maintenu, hein, et puis le classement obtenu dès la deuxième journée est celui qui est aujourd'hui celui de la fin. La Guinée, dès l'entame, avait démontré qu'elle était venue pour un certain nombre de choses. Elle a démontré sur le terrain qu'elle avait des arguments. Et là même, le meilleur buteur pour le moment, c'est Barry, qui a eu l'occasion de scorer pour passer à 3, parce qu'il trône en tête des classements des buteurs. Et à la Zambie, oui, dans les premières rencontres, avait aussi démontré. Mais après, là, les autres se sont un peu avérés ne pas venir en villégiature, notamment la Tanzanie, qui ce soir a démontré quand même qu'il y a beaucoup d'arguments. Dans leur confrontation avec la Guinée, c'est la Guinée qui prend la direction des opérations dès l'entame, mais progressivement, cette Tanzanie revient dans la partie. Et ce qu'on a observé dans les groupes hier aussi, à savoir, et généralement dans cette compétition, c'est que les équipes mènent, mais plongent. Une fois que le score est acquis en son avantage, l'équipe plonge et ça donne l'occasion à l'adversaire de remonter et par moment d'être une véritable menace. La preuve la plus patente, c'est le match du Togo qui par 2 fois mène, mais finalement est cloué au plus pilori. Donc le statu quo est maintenu dans ce groupe et on peut voir aujourd'hui que la Guinée et la Zambie méritent largement leur place. Charles, dans ce groupe guinéen et zambien qui étaient en tête de ce groupe D ont été tenus chacun en échec ce soir. Pour ce qui est de la Zambie, elle a été tenue en échec 0 but partout par la Namibie. Le dernier de ce classement du groupe D, la Tanzanie a réussi à tenir en échec la Guinée qui était leader jusque-là. De la Guinée et de la Zambie, laquelle des deux équipes a été le plus en difficulté dans ce groupe D ce soir? Je pense que c'est la Guinée. Je pense que c'est la Guinée parce que, il faut le dire, le premier but guinéen est discutable. Ce penalty, en toute honnêteté, il est discutable. Le gars fait un coup de tête, le défenseur est en position défensive en train d'attendre ce que l'attaquant va faire. Il tête sur sa main, qui est dans cette position. L'arbitre met penalty, je trouve ça relativement sévère, sincèrement. Et ça, c'est quelque chose qui aurait pu couper les jambes à la Tanzanie. Mais après ce but, et Clément l'a un peu relevé, la Tanzanie prend le jeu à son compte. C'est la Tanzanie qui jouait et la Guinée résistait. Très honnêtement. C'est-à-dire que on a vu un match intéressant de foot où les joueurs, les combinaisons, on a même vu des talonnades, des gestes techniques, des gens qui s'amusaient sur le terrain, qui étaient contents, des frappes, il y a eu tout. C'est-à-dire que les débordements sur les ailes, les centres, il y a eu tout dans ce match. C'était très intéressant. Et la Zambie et la Tanzanie jouaient d'égal à égal avec la Guinée. Sincèrement, c'était d'égal à égal. Donc, en première mi-temps, on peut dire carrément la Tanzanie a dominé. Et malheureusement, quand elle marque son deuxième but, elle a la mauvaise idée. Je ne sais pas si c'est elle qui a la mauvaise idée, parce qu'il faut se dire que la Guinée aussi s'est révoltée. Il y a eu un état de siège dans la moitié de terrain tanzanienne. Et les Tanzaniens n'avaient plus leur calme
qui les a caractérisés en première mi-temps, qui leur permettait de remonter les balles tranquillement, de faire des combinaisons. Ils se sont mis à dégager à l'emporte-pièce et à tous les coups, ça retombait sur les Guinéens. Donc, et la Guinée a pilonné. À un moment donné, où sincèrement, la Tanzanie a dû céder sur ce deuxième but qui est consécutif à cet état de siège-là. C'était une erreur pour ma part parce que les Tanzaniens dégageaient, mais ils étaient tous, les 10 joueurs, les 11 joueurs quasiment étaient dans leur moitié de terrain et 9 quasiment autour de la surface de réparation. La Guinée s'est révoltée et avec ces footballeurs qui ont quand même un niveau technique relativement bon, ils ont réussi, malgré cet amas de joueurs qui essayaient de fermer leur but, ils ont réussi quand même à se glisser des ballons et à multiplier les centres. C'est sur un de ces centres qui marque d'ailleurs un but. Donc, vous comprenez que pour moi, c'était un match extrêmement plaisant. De l'autre côté, la Namibie a résisté vraiment parce que la Zambie est venue pour en découdre. C'est-à-dire dès les premières minutes, on a vu les Zambiens, ils ont pilonné, frappe à distance, ils ont tiré 4 ou 5 fois à distance. Là, vous sentiez que ces gars étaient en train de dire à la Namibie, aujourd'hui, on doit passer vraiment, ne nous empêchez pas de passer. Mais la Namibie a résisté. Et ce qui m'a plu, c'est que dans cette résistance, ces gars prenaient du plaisir à jouer. Et ce que vous avez vu de la Namibie ce soir face à la Zambie traduit un réveil tardif de cette sélection? Oui, je crois que la Namibie, elle avait des ressources. Mais il a fallu qu'elle soit éliminée pour que les joueurs se libèrent. Il y avait la pression, là. Et ils se libèrent au cours du dernier match. Ils l'auraient fait. La pression vraiment est très négative pour les footballeurs. Aujourd'hui, j'ai vu des Namibiens qui faisaient des combinaisons, des petites talonnades, des contrôles orientés, ce qu'on n'a pas vu avant. On l'a vu aujourd'hui, ça dit que ces gars étaient contents, ils couraient, ils riaient, c'était plaisant à voir. Mais c'est comme ça qu'ils auraient dû jouer depuis longtemps. Ils sont venus au début du tournoi très sérieux, avec beaucoup de pression. Ça les a desservis. Je crois qu'aujourd'hui, on a passé quand même une belle soirée de foot, il faut le dire. Hein. C'était des matchs intéressants à voir. Quand vous sortez de tels matchs, vous vous dites que ils ont mérité la recette que vous leur avez donnée avec vos tickets. Clément, en l'évaluant sur ce match contre la Zambie, on peut conclure que la Namibie avait du potentiel, mais qu'elle n'a pas su mettre en avant depuis le début de la compétition. Oui, la Namibie avait le potentiel et donc ils ont eu un souci de la gestion de la pression, de la compétition. Ils n'ont pas mesuré les efforts qu'il fallait fournir. Ils ont estimé à un moment donné qu'ils n'avaient pas la hauteur de la compétition parce qu'ils sont un peu sortis d'eux-mêmes. Ils sont allés jouer avec les moyens qui n'étaient pas les leurs. Et c'est une fois libérés de cette pression qu'ils ont compris que bon, ok, il n'y a plus rien à perdre. Prenons au moins le plaisir à jouer. Et c'est dans ce jeu-là, finalement, qu'on découvre que cette Namibie, si elle avait à commencer la compétition de la même manière qu'elle a terminé, le résultat et le classement dans ce groupe aurait été autrement différent. On peut les encourager parce que depuis nous cessons de dire que c'est les nouvelles nations de foot qui sont en train de venir. On a cité Namibie, Tanzanie, Ouganda, ainsi de suite. Donc ce sont ces-là qui sont en train de venir. Et à voir la courbe de progression. Et à voir d'abord la qualité du jeu. Parce que c'est ce qui est important. Ce n'est pas seulement le résultat. C'est la qualité du jeu, la qualité de la construction, la qualité de la défense qui font en sorte qu'on a espoir que d'ici les années à venir, ces nations-là pourront parler d'égal à égal avec les autres nations qui s'endorment sur leur laurier parce qu'ils pensent que tout est joué déjà. Ils peuvent avoir des regrets, les Namibiens Hermine, vous le pensez? Non, je ne pense pas. Vous savez, ils sont passés évaluables sur un match? Non, je ne dirais pas. Vous savez certainement qu'il y a ce dicton-là qui dit qu'il n'y a pas plus dangereux que celui qui n'a rien à perdre. Et aujourd'hui, justement, on avait des Namibiens dans cette configuration, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'avaient rien à perdre. Ils ont joué leur bateau. Exactement. Et c'était la seule chose qu'il fallait faire.
C'est-à-dire après avoir justement concédé 2 victoires, 2 défaites autant pour moi lors des 2 premières sorties, il fallait essayer de jouer. Et quand on se livre corps et âme, c'est-à-dire qu'on essaie justement de se détacher, de se défaire d'un certain nombre de choses pour pouvoir essayer de jouer à son meilleur niveau, ça produit l'effet que l'on a eu aujourd'hui. Mais si vous avez une Namibie qui justement est pratiquement à 1 point ou à 3 points d'une victoire, vous n'aurez pas une Namibie qui jouerait de cette même manière. Et c'est pour cela que très souvent on interroge la compétition pour dire qu'il y a la gestion de la compétition, c'est-à-dire les différents calculs qu'ils vont avec. Très souvent on a gagné un match, on a perdu un autre et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on calcule, on dit aux gens, aux joueurs, n'allez pas à l'abordage de sitôt. Voilà, justement il faut préserver un certain nombre de choses. On va préparer une technique ou une tactique pour pouvoir justement, soit à la dernière minute, soit dans le dernier quart d'heure, justement essayer d'attaquer pour pouvoir filer un but à l'adversaire et rentrer, resserrer la ligne de ce côté. Moi je pense que la Namibie a tout simplement d'une certaine manière s'est découvert parce que voilà, il n'y avait plus d'enjeu, il n'y avait véritablement plus rien à faire de ce côté. C'est pour cela que l'on a assisté à cette rencontre et je crois que c'est pour cela que hier encore Charles le disait, c'est certainement l'adversaire le plus dangereux parce que c'est l'adversaire qui n'avait plus rien à perdre. Rien à gagner, rien à voilà, perdre. Rien à gagner, rien à perdre. Et ce serait l'adversaire. Et on l'a vu une fois de plus aujourd'hui parce que justement, elle contraint la Zambie à un match nul qui fait en sorte que la Zambie pourra jouer dès les prochains quarts de finale le Maroc qui n'est pas un adversaire facile. Et je peux vous assurer, quand vous avez regardé ce match et tout ce qui allait avec, ce n'était pas de même mode que la Zambie y est allée. La Zambie a voulu gagner ce match, mais elle a trouvé en face d'elle une résistance alors farouche côté namibien, qui voulait aussi d'une certaine manière en découdre avec son adversaire du jour. Donc il faut surtout apprécier ici cet esprit de fair play, cet état d'esprit qu'a présenté aujourd'hui les Namibiens pour se dire c'est certainement que nous on n'a plus rien à gagner ou à perdre, mais on ira jouer pour le fair play, pour la beauté du football. Et ça, c'est l'élément qu'il faut apprécier aujourd'hui. Mais après, dire que bon, la Namibie aurait pu faire mieux, moi je pense pas. Alors, intéressons-nous aux quarts de finale, les derniers quarts de finale, parce qu'on attendait les résultats de cette troisième et dernière journée. Dans le groupe D, les quarts de finale produisent donc ceci. Non, là, on est dans les quarts de finale qui concernent le Cameroun. Revenons sur les derniers quarts de finalistes. Le Maroc, qui est qualifié depuis hier, tout comme le Rwanda, connaissent leurs adversaires. Le Maroc jouera la Zambie et la Guinée. Le Rwanda, Charles, ses combinaisons. Oui, c'est une belle rencontre. Laquelle des deux? Les deux rencontres sont très belles. Moi, je m'en lèche déjà les babines parce que Maroc contre Zambie et au stade de la réunification, ça va être très intéressant parce que il y aura une opposition de style quand même parce que le Maroc, c'est plus dans la préparation, dans comment je peux dire ça, le vice dans le jeu. Le Maroc met un petit peu de vice dans son jeu, c'est-à-dire on essaie de vous endormir et puis on compte sur les joueurs techniques. La Zambie, c'est vraiment droit au but. Vraiment, on y va là. Ils ont des attaquants qui sont généreux dans l'effort, mais alors ces gars, ils courent sérieusement. Donc, on va avoir franchement un match avec cette opposition de style au stade de la réunification ici à Douala. L'autre match également, ça va être une Guinée qui est très joueuse contre un Rwanda qui est joueur mais très appliqué, surtout. Très appliqué. Le Rwanda est très appliqué. La Guinée, de temps en temps, vous sentez que ces joueurs se déconcentrent un peu parce qu'ils savent qu'ils ont un bagage technique intéressant. Quand vous regardez, parfois, ils ont des gestes des gestes un peu dilettantes. Ils s'endorment un peu. Alors contre le Rwanda, ils n'ont pas intérêt à avoir ce type de gestes parce que le Rwanda, lui, il est très concentré, très sérieux dans le jeu. C'est l'équipe zambienne peut mettre en difficulté le Maroc, super favori de ce tournoi, de cette compétition. Oui, la Zambie peut parfaitement mettre le Maroc en difficulté parce que, je vous ai dit, ils ont une ligne d'attaque qui a beaucoup d'expérience. C'est des gars expérimentés qui vont vite, ils frappent beaucoup à distance et ils n'ont pas véritablement froid aux yeux quand il faut aller affronter le défenseur adverse. Le Maroc, c'est des joueurs malins
qui de temps en temps, quand ils sentent qu'ils flanchent physiquement, ils trichent un peu et tout pour gagner du temps et récupérer. Donc ça va être cette opposition-là de gens qui se disent nous on est droit au but, les autres qui disent nous on construit. Mais il faut dire que le Maroc est une équipe forte. On l'a vu au dernier match. On a beau dire que l'arbitre a été peut-être pas très bien, mais sincèrement, à aucun moment, le Maroc ne laissait croire qu'il peut être éliminé. On sentait que à chaque fois qu'il décidait d'accélérer, il allait se produire quelque chose. Et là, ça va nous donner un match donc de deux équipes qui, si elles sont dans un beau jour, vont donner un beau spectacle au public de Douala. Clément, Maroc, Zambie, Guinée, Rwanda, les derniers quarts de finale sont connus, les dernières combinaisons. Le Maroc va garder son statut de super favori face à la Zambie, c'est possible au vu de ce que cette équipe marocaine a démontré en 3 matchs. La Zambie également, comme le souligne Charles, a montré qu'elle avait des ressources, notamment au niveau de sa ligne d'attaque, avec des attaquants très véloces. C'est une nouvelle compétition qui commence avec de nouvelles données. Là, et à l'état actuel des choses, il n'y a plus à parler de favoris. C'est vrai que quand on regarde les efforts fournis au premier tour, le Maroc est arrivé pas les fleurs au fusil, mais avec une élégance dans la manière de faire qui permet de voir effectivement qu'ils ont des arguments. Mais n'oublions pas que, et Charles le souligne, qu'il y aura opposition de style. Pendant que le Maroc va être en train de faire son style indirect pour pouvoir... La Zambie va compter sur les deuxièmes ballons. Ils ont l'impact physique nécessaire pour le faire. Ils ont l'intelligence. Nous pouvons souhaiter au Rwanda de pouvoir renouveler les efforts qu'ils ont fait hier contre le Togo. Et si ça pouvait arriver, on va constater que le Rwanda serait un sérieux prétendant devant la Guinée. Parce que ce Rwanda-là, qui est une équipe disciplinée dans son approche, peut apporter de la riposte à la Guinée. Parce que la Guinée, de temps en temps, se perd dans ses notes. Et le temps de retrouver la bonne direction, elle peut se voir sortie de route. Et ce serait un peu dangereux. On se rend compte qu'au finish, ce sera de très belles rencontres. Et c'est, comme on dit au quartier, c'est un but sort. Donc, l'approche psychologique de la rencontre, des différentes rencontres, il n'y a plus de calcul à faire. Il faut simplement avoir un plan de jeu capable de vous permettre d'étaler vos gammes et de tirer l'avantage des différentes situations qui pourraient arriver. Et un invité de marque très sérieux va faire son entrée, la VAR, je pense. Et les données vont changer. Les attitudes même des défenseurs, même de nous, ça va changer parce qu'on va intégrer déjà que la VAR pourra être sollicité pour... Cet après-midi déjà, Namibie, justice. L'arbitre n'accorde pas un pénalty à la Zambie, qui pour moi est un pénalty réel. Juste sur le terrain. Pareil, même hier, il y a des situations... Il refuse également un pénalty à la Namibie. Donc, s'il y avait la VAR, ça aurait été... Donc, en intégrant dans la VAR, même l'attitude des joueurs, dans l'approche défensive, dans l'approche offensive, ça va changer. Et donc, cet invité-là, de marque dans le jeu, va avoir son impact. Donc, c'est une nouvelle compétition. Maintenant, il faut du bon mental. Il faut du bon mental pour ne pas se laisser effondrer. On a vu des équipes qui, maintenant, n'ont pas eu la ressource nécessaire pour pouvoir tenir la dragée, pour pouvoir continuer à prendre la bonne route et mettre l'adversaire en difficulté. On s'est toujours donné un temps de respiration, et dans ce temps de respiration, l'adversaire très souvent est revenu avec des arguments solidement exprimés qui, au finish, a permis par moment à pousser le doute dans l'esprit de celui qui, au départ, avait l'avantage de la situation. Donc, pour moi, c'est une nouvelle compétition qui commence. Il faut avoir un autre état d'esprit, se mettre dans dans une nouvelle peau pour pouvoir aborder, sans toutefois se dénaturer. Il faut seulement comprendre que on joue un et un seul match et il faudra, sur ce match-là, capitaliser, tant sur le plan offensif que sur le plan défensif. Maroc, Zambie, Guinée, Rwanda, 4 belles équipes, chacune d'elles mérite une place en demi-finale. Bien évidemment, toutes ces équipes, je pense que le public sportif mondial et plus particulièrement camerounais est gâté par la qualité des affiches.
de ces quarts de finale, parce qu'aujourd'hui, bien malin sera celui qui pourra vous dire quelle est justement l'équipe qui tirera son épingle du jeu quant à toutes ces différentes confrontations. Donc il va falloir justement aller cravacher dur et aller gagner son match sur le terrain. Moi, je retiens deux choses essentielles. Et je crois que le coach Clément Zeko l'a dit quand il le déroulait tout à l'heure. La première des choses, c'est la tactique. Justement, aujourd'hui, vous savez, il y a encore, quand on regardait ces différents matchs de poule, à quelques exceptions près, on avait du mal à trouver des équipes qui tiraient les épingles du jeu quant à la tactique adoptée et la qualité de jeu produit. C'est-à-dire que justement aujourd'hui, on va vous dire quel est justement cet élément sur lequel vous vous basez aujourd'hui pour pouvoir passer au second tour. Il ne sera plus question aujourd'hui de jouer à un va-tout ou alors rien, mais il faut calculer. C'est-à-dire au bout de 90 minutes, si on n'arrive pas justement à se défaire de son adversaire, il y a la phase des prolongations et des tirs au but. Justement, quelle est la tactique et la technique que l'on adoptera justement pour aller au bout de son adversaire. Et la deuxième des choses, celle qui est la plus importante aujourd'hui pour moi, c'est cette arrivée de la VAR. La VAR, on n'en parle pas certainement assez, mais qui aura un rôle assez important et si vous voulez, très important. Elle a manqué au premier tour, vous le pensez? Beaucoup. Oui. Elle a énormément manqué au premier tour, mais moi je ne dirais pas au détriment ou alors au grand désarroi des acteurs sur le terrain, mais je voudrais aujourd'hui m'interroger sur la qualité ou alors l'attitude ou l'éducation que l'on aurait donnée à ces joueurs quant à la VAR. C'est ça ma première préoccupation aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect technique, c'est-à-dire ce que l'on donne aux joueurs sur le terrain, on leur a dit qu'il y avait la VAR qui s'inviterait et qui serait au rendez-vous de cette grande échéance qu'est les quarts de finale. Il va falloir aujourd'hui compter sur ces petites fautes que l'on aurait fait hier, qu'on l'aurait fait hier et qui n'auront pas été vues par les arbitres et même les assistants, mais la VAR viendra aujourd'hui trancher. C'est toute une autre école, une autre éducation, un autre football aujourd'hui qu'il faudra imprégner à ces joueurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au-delà du jeu produit sur le terrain, il faudra inculquer avec soi qu'il y a la VAR qui compte dorénavant. Ça veut dire on contrôle nos faits et gestes, nos différents mouvements, ces petits trucs que l'on pourrait faire comme ça et on se dirait, bon, peut-être l'arbitre n'aurait pas vu, mais la VAR sera là. Et moi, c'est là l'une de mes grandes inquiétudes, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui, à tout ces acteurs directs qui sont au stade, on a inculqué cette culture de la VAR. C'est ça la grosse interrogation et j'espère que le travail a été fait de part et d'autre dans les différents staffs. Oui, je voudrais faire une remarque qui saute à l'œil pour celui qui regarde bien. En dehors de Cameroun RDC, qui est une confrontation Afrique centrale, toutes les autres rencontres sont des rencontres entre interzones. Le Mali va jouer le Congo, Afrique de l'Ouest contre l'Afrique centrale. Le Maroc va jouer la Zambie, Afrique du Nord contre l'Afrique du Sud. Le Rwanda va jouer la Guinée, Afrique de l'Est contre l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a confrontation, il y a donc opposition de style, opposition de philosophie qui va transparaître là. Et au sorti de là... Mise en exergue de la qualité des différents championnats. Voilà. Et au sorti de là, on verra la zone qui a, pour le moment, la meilleure manière d'aborder la compétition. Donc je lance comme ça un pavé dans la mare pour que ce soit aussi un angle par lequel on peut faire des observations par rapport aux confrontations qui vont commencer à partir du prochain tour. Mais l'Afrique centrale a le plus grand nombre de représentants dans ces grandes finales, avec le Cameroun, la RDC et le Congo. Oui, mais malheureusement, il y a deux qui s'opposent déjà. Ça veut dire qu'un sera de facto éliminé. Bon, peut-être que les deux autres peuvent se retrouver après ce tour. Mais de facto, un sera éliminé. Chalavé, cela on peut conclure que les meilleurs championnats, en tout cas, avant cette compétition, c'est en Afrique centrale. Pourquoi pas ce serait aller très vite. En pensant surtout au fameux championnat du Cameroun. Oui, non, mais justement. Pas représentatif de toute l'Afrique Justement, centrale. je ne pense pas que on peut estimer que les championnats de l'Afrique centrale sont les meilleurs. C'est vrai que quand on prend la RDC, ils ont un très bon championnat. Quand on prend la RDC, il y a quand même un bon championnat puisque les clubs de ce pays sont des habitués du dernier carré des coupes africaines de clubs. Le Congo un peu moins, le Cameroun beaucoup moins depuis. Nous on est passé au préliminaire depuis pas mal d'années.
Mais c'est avec les clubs camerounais que la presse apprend à ce que c'est que le tour de cadrage. Hein. Donc, bien plus sûr, souvent, bien quand on allait loin, on parle de tour de cadrage. Le tour de cadrage. Autant sport y est. Alors, on peut dire que dans ces équipes de l'Afrique centrale, il y en a une qui reçoit. Donc, elle a quand même un petit avantage. Dans les deux qui restent, il y a une qui est vraiment forte, qui a un fort championnat, qui est la RDC. À la limite, le Congo se retrouve là, là où pas grand monde ne l'attendait en ce moment, compte tenu du niveau de son football intérieur et tout ça. Mais en réalité, quand vous regardez, quand il y a le Maroc dans ces huitièmes de finale, vous avez... Dans ces quarts de finale. Dans ces quarts de finale, pardon, vous avez la Guinée qui a une bonne école de foot. Parce que la Guinée, c'est surtout la formation. Elle a bénéficié de la formation avec de grands formateurs qu'on a eu en Afrique, qui ont été en Côte d'Ivoire, qui sont allés en Guinée, les Guillou et tout. Et ça reste, c'est resté. Nous, on n'a pas su capitaliser. Carlos Vegan, par exemple, au Cameroun, aujourd'hui, depuis qu'il est parti, la formation s'est éteinte quasiment. On a des pays comme la Zambie, qui est, je peux l'appeler une équipe régulière, hein, il n'y a pas de problème. Et ces championnats commencent à aspirer justement des joueurs d'Afrique centrale. Et bon, on verra au bout, mais je ne pense pas que l'Afrique centrale, parce qu'elle a 3 représentants, a les meilleurs championnats. La RDC est la seule équipe, le seul championnat qui peut lever la tête quand les autres parlent, à mon avis. Et voilà, en évoquant ces différents qualifiés pour les quarts de finale, on va s'intéresser, puisque nous sommes au Cameroun, hein, sur le match qui concerne les Lions A-Prime, l'équipe nationale de football A-Prime du Cameroun, qui jouera son match de quarts de finale samedi au stade Omnisport de Japoma contre la République démocratique du Congo. Dans l'autre match, le Mali va affronter le Congo-Brazza, sera au stade Omnisport à Madou, à Idjo de Yaoundé. Des nouvelles de cette confrontation RDC-Cameroun. Dans la tanière des 2 sélections, Florent Ibenge est toujours out avec une dizaine de ses joueurs, parmi lesquels 7 titulaires, mais ce qui n'empêche, on a pu le constater, à cette équipe de faire de bons matchs avec l'entraîneur adjoint qui fait confiance notamment au 3e gardien qui a été amené dans cette compétition. Le 2e, il ne s'est pas intéressé à lui aller, au 3e gardien qui joue. C'est donc un fait que Florent Ibenge est rétabli? Non, pas encore, c'est un fait. C'est un fait jusqu'à présent. Il se remet Florent Ibenge. Parce que j'ai cru avoir lu que son test est négatif. Oui, le seul joueur négatif dans cette tanière aujourd'hui, c'est le gardien de but, qui est justement Matampi, qui pourrait donc être titularisé dans les buts de la RDC pour le match de samedi contre les Lions indomptables. Mais il y a cette polémique, monsieur, vous nous direz tout à l'heure si elle a lieu d'être ou pas en République démocratique du Congo, dans toutes les rues de Kinshasa et des autres rues et villes du pays. Il y a cette polémique qui enfle. On a prêté des propos à Florent Ibenge qui, selon la rumeur en RDC, aurait accusé la partie camerounaise de tripateur dans les tests Covid pour mettre hors jeu des joueurs clés de la RDC pour handicaper cette sélection face au Cameroun samedi prochain. Mais Florent Ibenge a fait une sortie rapidement pour faire une démentie. Ces propos qui sont attribués ne sont pas de lui. Il n'a jamais tenu de tels propos, mais la polémique demeure. D'ailleurs, il y a une considération assez ferme au niveau des institutions congolaises. Le ministre des Sports qui se mobilise et qui a d'ailleurs fait une sortie pour remercier le président de la République de la RDC pour sa mobilisation et les moyens qu'il a mis en jeu pour permettre à cette équipe A-Prime de la RDC de se qualifier samedi contre le Cameroun. C'est une bataille psychologique qui a commencé, Hermine. Moi, je pense que ce n'est pas, à mon sens, c'est à la CAF qui revenait de répondre. Non pas en sortant un démenti, mais simplement en montrant comment se passent les tests. Ibenge l'a fait, parce que c'est lui qui a été bien avant. On lui a prêté les Oui, il l'a fait, mais je dis que la CAF, ça aurait été une occasion de transparence, de montrer, avec image à l'appui, comment se déroulent les tests. Quelle est l'équipe de laboratoire, comment se font les prélèvements, qui les fait. Ensuite, quand on a fait les prélèvements, où est-ce qu'ils vont et qui fait les tests en réalité, quelles sont les nationalités qui sont dans le pool, qui sont les résultats des tests. On va vous aider. Est-ce que les tests sont anonymés
Est-ce que, etc. C'est la CAF qui on va devait vous aider faire, on va vous aider à éclairer également nos téléspectateurs. Hein. La Confédération africaine de football, ses experts du staff médical et de la sécurité de la Confédération africaine de football jouent un rôle d'encadrement. Mais c'est au pays, le Cameroun, où se joue la compétition. Tous ceux qui font des tests sont issus des experts camerounais en médecine, bien évidemment. Maintenant, la Confédération africaine de football joue sur une contre-expertise. C'est ce qui est autorisé aux sélections. Lorsque le Cameroun a fait des tests, en tout cas les experts camerounais ont fait des tests, en interne, puisque chaque équipe a un médecin. Il y a des contre-expertises qu'on fait et pour voir quelle est un peu la balance, pour qu'il n'y ait pas de tripatouage justement à ce niveau. Et Florent Ibenge dit bel et bien qu'il n'a jamais tenu ses propos. Mais au-delà de cette polémique qui enfle à Kinshasa et dans les autres villes du pays, on voit bien que pour les Congolais de la RDC, ce match est pris très au sérieux, Charles. Oui, bien sûr. Forcément, quand vous jouez contre le Cameroun et que vous êtes la RDC, vous avez quelques appréhensions, et pour dire le moins. Donc, la RDC craint déjà le pays organisateur, et ce pays organisateur s'appelle Cameroun. Vous voyez que ça fait deux raisons d'avoir un petit peu peur. Mais créer, par exemple, cette polémique, c'est de penser que le Cameroun, dès le premier tour, dès le premier match, avait décidé que son adversaire serait la RDC, donc il fallait l'éliminer tout de suite. À défaut, le Cameroun devait faire la même chose contre tous ses adversaires potentiels. Les joueurs congolais et leurs sélectionneurs ont été justement testés positifs bien avant même. Hein, mais bien sûr, ce match contre le Cameroun ne s'est décidé. Bien sûr, c'est pour ça que je dis que pour moi c'est la CAF qui devait le faire. Mais il est normal que les populations de la RDC, les supporters du foot en RDC, aient des craintes par rapport aux pays organisateurs et par rapport maintenant à la carrure du Cameroun, qui, même si sa sélection à prime n'est pas flamboyante, reste quand même une équipe crainte en Afrique pour son mental, son fighting spirit, son Hemley, tout ce que vous voulez, qui lui permet de s'en sortir dans des situations. Remémorez-vous la fameuse épopée du Cameroun en Côte d'Ivoire, où Webo avait marqué 3 buts. On ne vendait pas cher de la peau du Cameroun. C'était 2. Oui, mais on avait gagné par 3. Je crois. Un doublé de Webo. Oui, peut-être 3. Bon, on a gagné 3. Mais Webo avait fait un doublé. Voilà. Donc, tout le monde estimait qu'en Côte d'Ivoire, franchement, ces gens-là ne vont pas venir damer le pion. Le canon contre Bilima. C'est des souvenirs que ces gens ne peuvent pas oublier. Et maintenant qu'ils sont chez nous, dans l'antre même du lion, c'est normal qu'ils aient des appréhensions et que pour se donner bonne conscience, qu'ils commencent à trouver des petites échappatoires. Vous connaissez Clément Zeko, la mentalité à Kinshasa. Vous y êtes allé, entraîneur de football avec les Astres de Douala, pour jouer un match amical sur place à Kinshasa contre le tout-puissant Mazembe qui porte bien son nom. Lumumbashi. Voilà, cette polémique, Lumumbashi plutôt, cette polémique qui enfle, vous la comprenez, venant des Congolais qui mettent la pression ici aux Camerounais, qui leur disent attention, ce match on le prend très au sérieux, aucun dérapage ne sera toléré. Je vous ai dit ici que la compétition a des réalités que le compétiteur doit pouvoir maîtriser. Le Congo est déjà en infériorité psychologique par rapport à la situation. Le simple fait de prendre cela comme prétexte que ce serait une roublardise de la part du Cameroun de faire cela. Non, le Congo, ils avouent déjà qu'ils sont partis vaincus. Au-delà de ça, au-delà du fait qu'ils le disent, le tout n'est pas de savoir jouer. Le tout n'est pas de savoir jouer. Ils savent bien jouer. Mais maintenant, la compétition se demande qu'on ait un autre état d'esprit. Et il faut avoir cet état d'esprit-là. Ils ont déjà gagné la compétition sur 2 fois. Donc s'il fallait parler de l'équipe qui a la faveur de la situation, c'est la RDC. Parce que détenteur 2 fois du trophée et la qualité du jeu qu'ils ont prouvé montre qu'ils ont de l'argument. Mais ils vont jouer et on va les gagner. La RDC va bien jouer, très bien jouer, mais le Cameroun va le gagner. Qu'est-ce que vous amène à cette conclusion? Je suis convaincu parce que c'est le supporter qui parle. Oui, il faut que je le sois. Si les gens au Congo nous soupçonnent de faire des tripatouillages pour gagner, nous ne pouvons pas, nous ici, nous taire et les laisser
continuer dans leur soupçon. Nous leur disons, vous êtes en infériorité psychologique, vous avez déjà démontré que vous avez perdu, vous avez plus toutes vos armes, parce que oui, vous nous soupçonnez, simplement parce que vous savez à qui vous avez affaire. Dans un ensemble de 16 équipes, à quel moment fait-on le choix? Est-ce qu'il y a une équipe là qui a choisi, je veux tel à tel moment? Non. C'est un peu léger de la part du Congo. Et c'est pour ça que Laurent Ibenge fait bien. Pourquoi le Cameroun va les battre, c'est ça? Oui, il va les battre. pour confirmer donc le fait que oui, on voulait même vous enlever même avant. Même comme on n'a pas réussi à vous enlever avant, on vous a enlevé sur le terrain. Oui, il faut par moment aller dans ce genre de challenge-là pour dire que non, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème n'est pas à ce niveau. L'organisateur du CHAN, c'est la CAF. C'est une compétition qui appartient à la CAF. Et elle se donne les moyens d'entourer son organisation avec toutes les exigences de l'heure. Par rapport au problème médical, il y a un protocole au sein duquel tout le monde traverse. Et on a remarqué que l'équipe de RDC était la seule équipe, ou presque, qui s'est ouverte à son public une fois rendu ici et qui n'avait pas respecté un certain nombre de choses au point où danseurs, chanteurs, jouisseurs comme ils le sont, ils ont oublié la mission pour laquelle ils sont venus et ils sont rattrapés par les gestes qu'ils auront posés eux-mêmes. Rien ne nous dit qu'en interne, ils continuent à maintenir cette distanciation qu'on aurait souhaité. Rien ne nous dit qu'ils ont cette rigueur dans le comportement qui voudrait qu'ils sont venus pour une compétition, qu'ils se concentrent à cette compétition et éloignent les personnes qui ne sont pas directement concernées par la compétition et iront vers ces personnes-là une fois la compétition terminée. Si vous inversez, tant pis pour vous. C'est quand même incompréhensible ces soupçons de tripatouillage sur les tests Covid venant de la RDC, surtout de la population de la République démocratique du Congo, au pays là-bas, qui soupçonnent la partie camerounaise de tripatouiller les tests de Covid pour mettre hors jeu certains joueurs clés de la RDC pour le match de samedi contre le Cameroun, quand on sait que la CAF a laissé la possibilité d'une contre-expertise. Si le Cameroun fait des tripatouillages, les experts de la RDC vont forcément se rendre compte qu'il y a eu un problème quelque part, mais jusqu'ici, il n'y a pas un verdict venant de la RDC qui dit que les tests qui ont été déclarés positifs avant ne l'étaient pas. Oui, mais disons que c'est peu ambigu. C'est vraiment ambigu parce que c'est tout à fait légitime que côté supporter de la RDC, l'on pense à un complot. C'est tout à fait légitime parce que justement, ils ne sont pas là pour vivre un certain nombre de choses. Maintenant, je crois qu'ici, sur une des émissions que l'on avait faites, on s'interrogeait justement sur les différentes pratiques au niveau de la CAF quant à ces différents protocoles. Quand vous parlez de contre-expertise aujourd'hui, vous savez quand même qu'il y a des équipes qui ont émis un certain nombre de réserves quant à la sortie des résultats, la date de... Des résultats tardifs. Voilà, tardif, justement le timing pour la contre-expertise et tout. Moi, je pense qu'il y a beaucoup à redire et à revoir à ce niveau. Ça, il faut le dire. Maintenant, quand vous avez un technicien comme Florent Ibenge et même son adjoint, je pense qu'ils sont assez compétents. Ils ont été à l'école de la chose et dire aujourd'hui, c'est vrai, c'est une communauté congolaise qui s'est ouverte. Mais n'allez pas croire que Florent Ibenge n'est pas conscient d'un certain nombre de choses. Le Congo est d'abord au Cameroun pour le CHAN et non pour autre chose. D'abord, et je pense qu'il revient à son staff et à son encadrement technique justement de pouvoir mettre des garde-fous quant à un certain nombre de choses. Et je crois, quand vous avez vu la carrure, la posture de Florent Ibenge et même son adjoint, dire aujourd'hui qu'ils auraient d'une certaine manière ouvert la tanière ou alors cette sélection au public, c'est comme dire que justement les uns et les autres ne savaient pas pourquoi ils sont arrivés au Cameroun. Il y a certainement des choses qui clochent. Il y a certainement, et moi je voudrais dire que là... Non, mais vous n'allez pas cautionner cette thèse qui prend de l'ampleur en RDC. Ces soupçons de patrouillage. Je ne cautionne pas. Mais je pose ici un certain nombre d'arguments.
Et je vous dis, si les supporters du Congo, certainement en externe, se plaignent, ils ne sont certainement pas là en interne, mais les plaintes ne commencent pas avec les supporters du Congo. Et le démenti de Bengue? Oui, c'est tout à fait normal, c'est un professionnel et c'est pour cela que je vous dis qu'étant le professionnel qu'il est, il aurait fallu qu'il fasse ce démenti. Ah bon, vous pensez que si ça avait été le cas, Bengue aurait dit le contraire pour rester professionnel? Si se savait testé négatif, alors que les experts camerounais déclarent, enfin le test, c'est pas les experts, hein, c'est le test qui le déclare positif, il aurait dit le contraire, il aurait dit que, écoutez... Non, pourquoi il aurait dit le contraire? Mais je ne doute pas de la qualité des tests des Congolais, mais quand vous parlez de contre-expertise et tout ce qui va avec, je vous pose quand même ce problème, composé d'autres sélections, quant à l'arrivée tardive des résultats de ces tests. Ce n'est pas chez moi que vous le découvrez, c'est un fait et il a été posé. Et c'est pour cela que je vous dis, aujourd'hui, quand on parle de cette pseudo-contamination qui aurait été faite du fait de ce que les Congolais auraient ouvert justement les sélections nationales, je suis en train d'interpeller la conscience de cet encadrement technique et même de tout ce staff quant à leur venue au Cameroun et l'importance de cette compétition qu'est le CHAN. Pour vous dire que Florent Ibenge, étant le professionnel qu'il est aujourd'hui, avec la connaissance et ayant conscience de tout ce qu'il y a aujourd'hui avec le coronavirus, n'aurait certainement pas permis que lui et même ses poulains soient mis justement en danger. S'il y avait un problème avec ces tests, les médecins de l'équipe congolaise l'auraient quand même révélé, non? Mais bien évidemment, c'est pour cela que je pense qu'aujourd'hui, c'est le match qui a commencé avant le match. Parce que la plainte vient des supporters qui, n'étant pas en interne, ne sont pas conscients et ne connaissent pas un certain nombre de choses. Bien heureusement, le coach a eu justement l'intelligence de sortir très tôt et de faire un démenti. Et je crois que c'est même à ce moment que commence le match, parce que ça suffirait à notre niveau pour nous endormir et nous dire qu'aujourd'hui, côté congolais, nous avons les éléments les plus faibles. Que non. Que non. Aujourd'hui, moi, je dis c'est une stratégie parce que moi, j'ai essayé d'observer et de regarder cette histoire de Covid côté congolais et je me suis posé moult questions. Honnêtement, moult questions. Moi, je dis aujourd'hui côté congolais, moi, je pense que c'est une stratégie même. C'est une stratégie pour pouvoir endormir côté camerounais. Donc ce serait des faux positifs alors. Non, pas de faux positifs, mais se dire d'une certaine manière une stratégie qui diminue, justement, qui tendrait à, d'une certaine manière, à dire aux Camerounais que les meilleurs éléments ne sont pas là. Ça veut dire que justement nous pourrons aller rivaliser d'une certaine manière. Exactement. On pourrait justement s'endormir. Je pense que nous avons tous constaté que la Covid-19 cause beaucoup de problèmes et partout. Les tests, vous voulez dire? Oui, les tests. Les premiers à s'être inquiétés, c'était le Zimbabwe. Ils ont même demandé le report de CHAN. Exactement. Vous n'allez pas penser qu'ils se sont auto-flagellés. Ils n'étaient pas au Cameroun, hein? C'est ce que je dis. Se sont-ils auto-flagellés alors à ce moment-là pour qu'ils aient 9 joueurs exclus? Quand la CAF elle-même vous demande d'aller à 33, c'est qu'elle a réalisé qu'il va y avoir des problèmes. Regardez de par le monde. Vous arrivez dans un tournoi, vous êtes testé en club, vous êtes négatif. Vous arrivez au tournoi, vous faites le test de l'UEFA, vous êtes positif subitement. Alors que depuis que vous êtes négatif, vous êtes resté dans un couloir de respect strict des mesures, mais vous arrivez et vous avez entendu des gens qui ont critiqué le protocole UEFA. En disant que, attention, ce protocole-là, il n'est pas tout à fait clair, il n'est pas tout à fait bon, parce que moi, en club, j'ai fait un test, contre-test, j'étais négatif, je suis arrivé ici, je suis devenu positif. Le coronavirus, ce petit virus-là est en train un petit peu de perturber l'humanité. Et je crois que nous nous attendions à ce qui perturbe le CHAN. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'est pas en train de le perturber beaucoup, heureusement, parce que moi, je craignais qu'à cette étape de la compétition, qu'il y ait des équipes qui seraient décimées déjà. Et attention, les nouvelles ne sont pas bonnes. Ce soir, dans l'équipe marocaine, votre Fofolé Badri, il y a des nouvelles pas très bonnes. On vous confirmera ça peut-être lors de l'édition demain. Les tests Covid dans cette tanière pour 7 joueurs
7 joueurs titulaires du Maroc ne sont pas bons, en tout cas ne seraient pas bons, on ne peut pas encore vous le confirmer, mais on vous donnera des nouvelles. Maintenant le match RDC-Cameroun ou Cameroun-RDC, c'est le match qui focalise toutes les attentions pour les supporters camerounais. Il y en a qui nous appellent même de la Guinée équatoriale ou du Gabon pour nous demander comment ça se passe avec les billets. Ils veulent partir de ces différents pays qui sont très proches du Cameroun pour venir au-delà de regarder le match, encourager leur équipe, découvrir le stade de Japoma qu'ils voient à la télé, dans les réseaux sociaux depuis le début. Maintenant, il y a ce problème, les billets qui, jusqu'à ce mercredi, ne sont pas disponibles dans les différents points de vente agréés. On dit que ce sera possible qu'à partir de demain, jeudi, on verra bien comment ça va se passer. Décidé à aller sur le terrain ce jour, vivre cette ambiance, des supporters qui s'accumulent et qui courent une véritable ruée vers les points de vente de ces billets, mais qui ne les trouvent pas. Leur réaction intérêt dans ce reportage de Gladys Sidier et Emos Fongo. Les Lions appriment au stade de Japoma, un événement que les amoureux du ballon rond veulent vivre. Ils ont assiégé ce mercredi 27 janvier les points de vente des tickets d'entrée au stade afin d'être parmi les spectateurs qui regarderont cette rencontre depuis les gradins du stade de Japoma. À la délégation régionale des sports et de l'éducation physique pour le littoral, l'on indique que les billets d'entrée au stade pour le match Cameroun-RDC ne sont pas encore disponibles et qu'il faut prendre son mal en patience. Qu'il soit juste patient, qu'il soit juste patient. Nous ressentons ici la ferveur. Ils veulent être là, présents, qu'on ne leur dise pas, qu'ils puissent vivre en direct cette rencontre, qu'ils ne seront pas dessus. Les billets seront disponibles le plus tôt, c'est-à-dire au plus tard demain. Pour éviter la vente des billets au marché noir, les responsables déclarent que des mesures ont été prises en vue de la traçabilité des tickets vendus et cela passe parfois par l'identification des acheteurs. Nous avons les mesures, mais il y a aussi des mesures qui surpassent cela, c'est-à-dire que pendant que nous travaillons, ces personnes aussi de mauvaise mentalité travaillent aussi à nous surpasser. Ces mesures sont bel et bien là. Nous, à notre niveau, nous avons aussi notre dispositif. Nous nous rassurons que les billets que vous achetez, c'est juste pour votre famille. Il y a même des décharges. Il y a des décharges qui se font. On veut se rassurer que, effectivement, ces billets-ci sont pour les spectateurs qui vont aller au match. Nous avons les billets de 1500 francs Japoma et 3000 francs Japoma disponibles. Bepanda, nous avons 1000 francs et 3000 francs disponibles. Depuis le début du CHAN le 16 janvier dernier, les tickets s'arrachent comme des petits pains. Les fans de football n'hésitent pas à assiéger les stades, font savoir les responsables en charge de la billetterie dans la ville de Douala. Les retours sont plus que bons et ceci démontre à suffisance que le Cameroun est une terre de football et nous voyons arpenter nos couloirs plusieurs Doualais qui ont vraiment cette passion. Jusqu'ici, nous avons la satisfaction totale. Nous avons la satisfaction totale auprès de nos publics, de nos usagers, qui nous le témoignent d'ailleurs, parce que chacun de ces stades a une particularité. Et si vous avez été au stade de Bepanda, vous avez vu la Ola, par exemple, de ce côté-là. La fête du football se poursuit donc au Cameroun. La finale du championnat d'Afrique des Nations étant prévue le 7 février prochain. Et voilà, les Camerounais sont plongés dans cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. La ruée vers les billets pour accéder samedi prochain au stade de Japoma Erwin Maï. Cette affluence, est-ce qu'on comprend? Bien évidemment, je comprends. C'est dire qu'aujourd'hui, les Camerounais sont d'une certaine manière au-delà de la découverte des différentes infrastructures rénovées et construites pour certains, encore justement attirés et amoureux de leurs équipes nationales.
il va falloir justement aller supporter les Lions indomptables du Cameroun. Et je crois que hier ici sur ce plateau, on parlait du 12e homme, de son rôle important et de l'impact qu'aura ce 12e homme sur la rencontre de samedi. Je crois qu'aujourd'hui, les uns et les autres sont conscients de cela. Moi, je loue et je salue justement toute cette mobilisation. C'est tout azimut, c'est-à-dire que ça vient un peu de partout. C'est de partout qu'on vous appelle pour vous demander justement qu'en est-il des tickets, quand est-ce qu'ils seront disponibles. Et je déplore tout simplement justement que cette pandémie sévisse en cette période, en ce moment, parce qu'on aurait certainement fait le plein à craquer au niveau du Japon. Alors justement, la Confédération africaine de football ne s'est pas encore décidée. Elle dit qu'elle annoncera jeudi en début de soirée ce qu'elle aura décidé. Est-ce que ce sera 30% ou 50%? Parce qu'en fait, ce qui a été décidé depuis le départ, c'est que 50% c'était à partir des demi-finales. Là. Voilà, 30% en quart de finale, peut-être. Ce n'était pas validé. Ça dépendait du comportement des uns des autres dans les tribunes. Alors on saura demain si ça va rester à 25%. C'est une possibilité. Et si ça va rester à 25%, ça va monter à 30%. Mais ne vous attendez pas à 50%. Ce n'était pas prévu pour les quarts de finale. C'est ce qu'il faut dire. Absolument. Et puis, si on passe à 50%, ce serait contraire au discours du ministre de la Santé. Parce que le ministre de la Santé, depuis quelques temps, depuis quelques jours, il fait des tweets qui tendent à nous dire attention, il y a la nouvelle vague qui arrive. Et d'ailleurs, le chef d'État l'a dit aussi dans son discours en fin d'année. Donc, passer de 25% à 50% de la capacité, ce sera envoyer le message que le virus est moins virulent. Mais si tant il est vrai que même avec ce côté-là, on peut respecter la distanciation dans le stade, pas de problème. Oui, mais je dis que quelle serait donc la logique d'avoir imposé 25% au premier tour d'abord, alors que c'est le premier tour où l'engouement devrait être inférieur. Au moment où l'engouement est le plus fort, parce que c'est élimination directe, c'est en ce moment que vous augmentez le nombre de places, parce que par rapport à l'enjeu. Par rapport à l'enjeu, les gens sont plus enclins à célébrer, à pousser leur équipe et tout ça, et donc à respecter un peu moins. Moi, j'avais un spectateur à côté de moi l'autre jour au stade. Et quand la jeune fille lui a dit « Monsieur, s'il vous plaît, mettez votre masque », il lui a demandé « Est-ce que je peux crier quand j'ai le masque ?» Moi, je veux crier. Vous me dites de mettre le masque comment? Vous comprenez? C'est-à-dire que quand vous voulez chanter, crier, pousser votre équipe, le masque vous gêne. Et en cas demi-finale et tout ça, c'est là où on a envie de pousser son équipe. À ce moment-là, donc, on aura des gens qui n'auront plus complètement le masque. Parce qu'il faut se dire, quand vous dites comportement, moi j'ai vu des gens qui enlèvent l'autocollant qui est interdit de s'asseoir sur un siège pour s'y asseoir. Il enlève l'autocollant qui est interdit. Donc quand vous avez ce type de comportement, l'incivisme. Maintenant, quand vous avez ce type de comportement et vous multipliez le nombre de places, c'est vrai que quand on regarde nos chaînes de télé et on regarde les comportements généraux, y compris des hautes personnalités du pays, on se demande si cette deuxième vague, c'est pas du bluff. Parce qu'on les voit sans masque, en train de célébrer les nouveaux conseillers régionaux, en train de danser, ils n'ont pas de masque, ils n'ont rien, ils se frottent, on se fait des bises. Et vous vous dites, mais ils sont dans le même gouvernement que le ministre de la Santé, pourquoi eux, ils ne respectent pas? Donc vous comprenez que c'est quand même assez délicat, et je serais d'avis avec vous, Sylvestre, que à la limite, ils passeront peut-être à 30%, mais pas à 50%. Clément, la billetterie sous pression, avec la demande qui est plutôt forte. Hein. Oui, et puis il y a de la spéculation, je peux dire, parce que on peut dire que c'est fait exprès. On nous a dit que les billets seraient disponibles même longtemps avant le commencement de la compétition. Voici qu'on est en pleine compétition, donc il faut chercher les billets. Et puis, quand les billets sont en nombre limité, nous savons que le stade a 50 000 places, donc les 25%, c'est peut-être 12 500. On met 12 500 billets en vente. C'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait. Ah, c'est ce que je... Maintenant, c'est le timing. C'est peut-être le timing qui est questionnable. Ah, oui, mais si on met 12 500 billets en vente, comment se fait-il que à Douala, on n'ait pas les billets, puisque les stades sont bien spécifiés? Parce qu'on a prévu les acheminer à Douala jeudi. Donc, en Non, fait, c'est la décentralisation. Ce qui nous a été dit à la commission billetterie pour le site de Japoma, c'est que le COCAN national a prévu que les billets arriveraient à Douala à 5h du matin le jeudi. Voilà, donc
C'est pas encore la bonne date. Rangeons notre frein et attendons. 48 heures avant le match. Non, attendons, non. Et pour les étrangers, normalement, on doit réserver un quota de billets. Ils ont des représentations diplomatiques. Ils peuvent dire au COCAN que vraiment on a 200 compatriotes qui vont arriver par vol spécial. Réservez nos 200 tickets. Mais c'est justement ce qui est fait. C'est justement ce qui est fait pour les autres pays, pour les autres colonies. Et quand on vous dit que les billets seront acheminés, parce que là il y a déjà une véritable polémique qui se pose autour de cet acheminement des billets, parce que du côté de Yaoundé, on vous dit qu'on a pratiquement tout acheté de ce côté. Et on ne sait pas ce qui sera acheminé du côté de Douala au petit matin de demain. Mais demain jeudi. Il est bien écrit sur les billets, les stades pour lesquels les billets sont édités. Mais c'est ça l'un des véritables Alors, problèmes. monsieur, madame, ce qu'il faudrait savoir, c'est que ce qui est de la tribune présidentielle, hein, c'est qu'il nous a été dit des sources venant de la commission billetterie, c'est que les services de la présidente de la République, de la primature, la délégation générale de la Sûreté nationale, le ministère de la Défense, service du gouverneur, etc. La CAF. Tout est pris. Déjà que la tribune VIP et VVIP. Oui, mais déjà que depuis le début de la Constitution, ce serait meilleur que d'avoir la place du peuple. C'est une tribune VIP et VVIP qui n'est pas assez prisée du fait justement de son manque de biens en circulation. Vous avez des Camerounais ordinaires qui ne sont pas forcément de l'administration des grandes dirigeants qui auraient bien voulu être dans ce confort et regarder le match de 50 000 à 50 000. C'est pas à moi qu'il faudra le dire, Sylvain. C'est qu'il faudrait aujourd'hui mettre à la disposition justement de ces Camerounais ces biens VIP ou alors VVIP. Il faut montrer pas de blanche pour acheter la. Et il nous a également retourné que vous en avez à Yaoundé des personnalités qui ont consigné 100 billets, 200 billets. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Exactement. Et ça, c'est ce que j'étais en train de relever. C'est le reste de billets qu'on envoie à Douala. C'est ça la problématique. Ce qui se passe, c'est que les biens ne sont pas encore arrivés à Douala parce qu'il faut d'abord. Il faut justement écouler tous les biens du côté de Yaoundé et c'est le reste de billets qu'on nous envoie à Douala. Contenant les 25%, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que vous pouvez mettre. Ce sont des supporters. Hein? Oui, vous pouvez mettre 25% de billets en marge. Quelqu'un achète les 25%. Ce qu'il faut dire, c'est que les billets. Moi je suis pas d'accord. Les billets, on ne peut pas être d'accord et que tous les supporters viennent de Yaoundé. Les billets ne viennent pas du COCAN ou encore de la partie camerounaise. Les billets sont marqués et frappés par la Confédération africaine de football. Et maintenant, elle n'est pas limitée. Clément Zeko, s'il y a 25% de billets, s'il y a peut-être 25 000 billets, si vous achetez les 25 000 billets, vous les achetez, vous allez seul au stade. Oui. La CAF, ce qu'elle veut, c'est son argent. Oui. Voilà. Donc, il y a des gens qui achètent 100 billets, 200 billets, 50 billets. Demain, nous reviendrons sur cette histoire. Voilà, on reviendra demain. Et vendredi aussi. Voilà. Justement, en attendant, mais je crois que c'est une grosse incongruité. Vous ne pouvez pas dire ce que vous dites. Merci à vous. Les recettes du stade, c'est pour le pays organisateur. Vous, au moins, vous ne souffrez pas de cela. Vous êtes du staff. Merci à vous d'être venus ce soir en plateau. Hermine, merci à Charles. Merci à Clément. Merci à toutes les équipes techniques qui m'ont accompagné dans la production de cette autre édition spéciale CHAN 2020 qui se joue depuis le 16 janvier 2022. Mesdames, messieurs, s'il plaît à Dieu, on vous donne rendez-vous demain soir. Mais d'ici à là, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.